Please be seated. Yes, Mr. Haynes. Le président, oui, Maître Haynes. Maître Haynes. La question que je vous posais juste avant que nous ne partions en pause, j'allais peut-être un peu plus vite que la musique. Je me demandais s'il ne serait pas bon d'examiner le document qui apparaît au prétoire électronique et plus précisément la page 6 du document en question. And you've now got... Vous devriez en avoir un exemplaire papier. And there are some further... D'autres commentaires apparaissent dans ce document. À peu près à la moitié du premier paragraphe, je vois le terme prisutan en serbe. Pourriez-vous en faire lecture? Le président, désolé de vous interrompre de façon si impromptue, mais au cours de la pause, l'on nous a informé que le client de Maître Ostojic, M. Behara, était indisposé. Par conséquent, je l'ai autorisé à rentrer au centre de détention. Je présente mes excuses à mes confrères et consoeurs. Désolé de ne pas les en avoir informés avant de pénétrer dans le prétoire. Maître Haynes, bien, j'espère que ça n'a rien à voir avec le retour de Maître Ostojic. Maître Haynes poursuit. Général Pandorevich, pourriez-vous faire lecture des commentaires qui apparaissent à l'écran et qui commencent par le terme serbe prisutan? It's on page 6, and I know you... En page 6, vous en avez une copie papier. Le témoin, j'essaye de trouver le terme prisutan dans le texte. Ah oui, ça y est, je l'ai trouvé. Il y a quelque chose qui apparaît entre guillemets. Quelqu'un d'autre le fera. Je ne sais pas s'il y a lieu d'expliquer ce que ça signifie. Maître Haynes, vous le savez, vous, ce que ça signifie? Le témoin. Eh bien, il s'agit d'une forme habituelle, une expression habituelle qu'on utilise sur le territoire de Yougoslavie. On pourrait dire, mais on pourrait traduire comme mes préoccupations seront prises en charge par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera. Il s'agit simplement de confier une tâche à quelqu'un d'autre. Question. Merci. Et de quoi faisait état l'état-major principal? Dans quelle mesure cette expression a trait à la brigade de Zvornik au moment où a été faite cette évaluation? Le témoin. Bien, en fait, tout cela est lié au manque de motivation de la part des témoins et des officiers dès lors qu'il s'agissait pour eux de s'acquitter de leurs tâches. Question. Je souhaiterais à présent que vous portiez votre attention sur la page 14, tout en bas de la page 14. Réponse oui, j'ai trouvé ce passage. Question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, en faire lecture lentement? Donc le dernier paragraphe de cette page, s'il vous plaît. Le témoin. Au sein de la brigade, insubordination militaire de la part des détachements au commandement de la brigade. Correction de l'interprète, la subordination n'est pas fonctionnelle. Les soldats et les officiers se sont montrés disposés à agir et ont exprimé le souhait de mener
les activités sur base de leurs propres décisions, ce qui a eu pour conséquence une certaine confusion s'agissant des tâches à accomplir au quotidien au sein de l'unité, dès lors qu'il s'agissait d'établir des liens avec des tierces parties. Tout le monde s'adresse au commandement de la brigade, et ce pour les choses les plus anodines. Question, merci. Compte tenu du fait que nous sommes en train d'évoquer le mois de mars 1993, c'est évident, les commentaires qui sont faits et qui portent sur la brigade de Zvornik vous apparaissent-ils justifiés? Seriez-vous d'accord avec ces observations? Réponse. Après que la brigade de Zvornik eut été contrôlée et fait l'objet d'une visite en mars, l'équipe a organisé une rencontre avec moi-même au sein du commandement de la brigade et ils ont évoqué de façon assez approximative l'évaluation de la situation et un rapport a suivi et je connaissais la situation, j'étais d'accord et pour ce qui était de la page 17, j'ajouterais une conclusion d'ordre général qui m'amène à dire il est dit et a établi un groupe tactique comportant 3 brigades et un officier plus expérimenté a été désigné au poste de commandement du groupe de tactique. Donc la brigade de Zvornik était l'équivalent de 3 brigades d'infanterie légère. Question. Merci. Au cours de la pause, la dernière pause, vous avez eu l'occasion d'examiner la copie papier du document en question. Est-ce que certaines brigades ont eu des notes moins bonnes que la brigade de Zvornik au cours de cette évaluation réalisée par l'état-major principal? Réponse non. Outre la brigade de Zvornik, la brigade de Zvornac avait fait l'objet d'une évaluation, tout comme la brigade de Bilchany et de Chervichi. Bilchany et Tcherkovici, les deux brigades, avaient obtenu une note de 3,5. La brigade de Bratunac avait obtenu, me semble-t-il, le témoin parcourt le document, me semble-t-il, 3,5, c'est exact. Question, merci. Avant de passer à autre chose, je vous présente mes excuses. Désolé, il n'y a pas de traduction, mais à notre décharge, sachez que tout cela a été soumis ou présent. Enfin, on a demandé au service de traduction de s'en charger il y a de cela 5 mois, mais nous n'en avons pas encore la traduction. Je vous en aviserai dès que nous disposerons du texte traduit. Général Pandurevich, nous avons évoqué votre position, la position de vos officiers, nous avons évoqué la position générale de la brigade. Et je vous propose maintenant de passer à votre façon personnelle de voir les choses. Le commandement et le contrôle des soldats de la brigade de Zvornik vous posez problème. Quel type de problème? Réponse. Ben, les problèmes étaient de nature différente. Ils étaient assez nombreux. Il se trouve que chaque brigade a sa propre façon de s'organiser et de s'établir. Tout cela dépend de la façon dont on envisage l'organisation d'une brigade. Il s'agit de savoir ce que prévoient les règles, mais les structures dynamiques constituent un élément différent et tout cela est lié de très près au fonctionnement même de la brigade dans une situation concrète ou une autre. Et par conséquent, on essaye d'appliquer les idées portant sur le fonctionnement dans la pratique, mais le contrôle de toutes les unités de la brigade de Zvornik nous posait problème. Il était essentiel dès lors pour moi de disposer du concours de l'ensemble de mes officiers subordonnés et de tous mes adjoints. Je me suis efforcé d'organiser au mieux la brigade compte tenu de la force de la brigade. J'ai essayé d'établir les meilleurs liens possibles entre moi-même d'une part et les unités subordonnées de l'autre.
mais vérifier la situation sur le terrain et procéder à une évaluation de la situation nécessitait que je sois présent sur le terrain, en personne. Il aurait fallu que je sois présent sur la ligne de front, il aurait fallu que je me mêle aux soldats, parce que c'est là la seule façon d'obtenir des informations réelles quant à la situation. Question, combien des commandants du bataillon étaient des soldats professionnels? Réponse. Les commandants du bataillon étaient généralement des soldats d'infanterie qui avaient davantage de courage que d'autres ou des officiers de réserve. Le commandant du bataillon, du 3e bataillon, par exemple, en juillet 1995, était un officier professionnel, Branko Studan, et le commandant de la division d'artillerie mixte était le capitaine Miloš Macinovic. Ils étaient les deux seuls officiers professionnels. Les autres étaient des simples soldats ou officiers de réserve. Question, qu'en est-il de la brigade d'une manière générale? Combien d'officiers professionnels comptait l'ensemble de la brigade? Réponse. Bien, tout cela a évolué au cours de la guerre, mais ils étaient peu nombreux. Le pourcentage était très faible pendant toute cette période. Je pense que ça devait être à peu près entre 10 et 15%. Qui étaient des officiers professionnels au sein de la brigade par rapport au chiffre total qui était de 270 officiers au total, que devrait normalement compter une brigade professionnelle. Question. Vous avez dit entre 10 et 15% ou autre chose? Réponse non, non. J'ai dit 10 à 15 hommes, 10 à 15 officiers. Question. Très bien. Les soldats du bataillon, d'où venaient-ils? Réponse. Les soldats du bataillon venaient des villages et hameaux où étaient déployés les bataillons en question au tout début de la guerre. Les lignes de front étaient établies à proximité des villages et hameaux, mais dans la brigade de Zvornik, il y avait également un bataillon qui était composé des soldats dont les familles s'étaient enfuies du centre de la Bosnie. Il y avait également plusieurs compagnies au sein des bataillons qui étaient composés de soldats qui s'étaient échappés d'autres territoires de la Bosnie-Herzégovine. Question, et quels étaient leurs équipements? Réponse. Je suis arrivé des rangs de l'armée populaire de Yougoslavie, une armée qui disposait d'équipements et d'armements complets et qui avait tous les équipements matériels nécessaires pour ses soldats. Et je dois dire que j'étais assez stupéfait de constater quelle était la situation à Zvornik. Les soldats disposaient d'uniformes, mais les uniformes étaient dépareillés. Personne n'avait de képi ou de casque. Ils avaient des armes personnelles, certes, mais les soldats n'étaient pas indépendants. Par exemple, si vous vous souvenez des soldats de l'OTAN, les soldats de l'OTAN qui portent plus de 30 kilos d'équipement et qui, eux, sont indépendants, eh bien, sachez que, par comparaison, nos soldats n'étaient pas bien équipés. Ils n'étaient vraiment pas... leur état d'aptitude au combat était moins que désirable. Question, quel était le nombre en pourcentage de soldats du bataillon qui étaient des réservistes? Réponse. Outre ce bataillon-là, outre le commandant pardon, du bataillon, se corrige l'interprète qui était professionnel, tous les autres étaient officiers de réserve. Question. Non, mais je ne vous posais pas simplement la question du commandant. Je vous demandais
ce qu'il en était de l'ensemble de l'armée, enfin, quel était le pourcentage d'officiers de réserve. Réponse. Tous les fantassins de la brigade de Zvornik étaient de réserve. C'était des réservistes, il n'y avait pas d'appelés, il n'y avait pas non plus de professionnels en tant que tels. Peut-être l'un ou l'autre l'était, mais je dirais que 99% des soldats étaient des réservistes. Question, et quels étaient les effectifs? Comment veillait-on à ce qu'il y ait des effectifs suffisants pour chaque position? Est-ce qu'il y avait un système de tournante, de rotation? Réponse, tout au long de la guerre, un système était en place au sein de l'armée de la Republika Srpska. On appelait cela les factions en rotation. Il s'agissait d'un concept de guerriers ou soldats du week-end, car 50% occupaient des positions et 50% étaient en permission. Et cela était nécessaire parce que les soldats et leurs familles n'auraient pas pu survivre autrement si l'on avait prévu quelque autre système que ce soit. Il n'y avait que dans des situations tout à fait exceptionnelles, c'est-à-dire lorsque le territoire était en péril, particulièrement en péril, qu'alors quelques 70% des soldats des lignes de front étaient présents. Mais autrement, il était très rare que l'on ait 100% des soldats sur les lignes de front. Question. Quelle était votre autorité s'agissant de ces officiers de réserve qui n'étaient pas d'astreinte ou qui n'étaient pas de service? Réponse. Conformément à la loi qui régissait l'armée, les officiers, les appelés, les officiers commis, les soldats de réserve, de service, les sous-officiers étaient pris comme soldats, c'est-à-dire que tous les soldats qui étaient de service, qui relevaient de mes compétences, étaient des soldats de réserve qui étaient soit en permission ou qui travaillaient depuis chez eux, et ceux qui travaillaient chez eux ne relevaient pas de ma compétence. Question, eh bien, puisque vous évoquez cette disposition, je vous invite à examiner la pièce à conviction P703, correction de l'interprète, article 3, page 187 de la version BCS et page 100. Page 1 en anglais. Maître Haynes poursuit. La disposition que vous venez d'évoquer, c'est bien celle qui apparaît en page 3 du document? Réponse, oui, effectivement, c'est cet article-là. C'est à cet article-là que je faisais référence. Question, merci. Quelle était leur attitude dès lors qu'il s'agissait d'activités de combat? Réponse. Bah, vous savez comment c'est, personne ne veut s'engager dans des activités de combat. Un combat, ça peut signifier la mort. Ces hommes étaient tous très émotionnels, ils défendaient leur famille, leur foyer, ils se défendaient eux-mêmes. Ils étaient contraints d'être engagés. En fait, ils ne le faisaient pas de leur propre chef, ils étaient tenus de s'engager, ils ne le faisaient pas volontairement. Question. Il y a quelques instants, vous avez indiqué
qu'il fallait que vous vous mêliez à eux au sein du bataillon sur la ligne de front. Est-ce que cela vous a été possible? Vous avez pu vous mêler aux soldats? Réponse. Le principe fondamental ou la relation principale au sein de l'armée est la relation de commandement. Et au niveau de la brigade, ce ne sont pas des relations personnelles. Le commandant de brigade communique avec ses subordonnés par le truchement d'ordres écrits. Donc, je intimais un ordre par écrit au commandant des bataillons et ensuite ils appliquaient ces ordres. Mais lorsque mon ordre écrit arrivait au sein du commandement du bataillon, il était appliqué dans la mesure où cela semblait acceptable aux yeux de ceux auxquels il faisait faire référence. Les commandants du bataillon me faisaient rapport m'indiquant qu'ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient afin que les ordres puissent être mis en œuvre pleinement. Mais pour ce faire, il fallait que j'apparaisse personnellement sur place et c'est précisément ce que je m'efforçais de faire très souvent. Question, merci. Avez-vous été vous-même, avez-vous fait l'objet de rébellions, de mutineries, vous-même personnellement? Réponse, il y a eu toutes sortes de situations qui se sont présentées. Avant la guerre, l'armée de la République Srpska n'existait pas. Il n'y avait pas de plan de mobilisation. Personne ne savait s'il allait être mobilisé au sein d'unités militaires ou s'ils allaient être confrontés à des obligations de travail. Et les soldats estimaient que ceux qui n'étaient pas au sein de l'armée ne pouvaient pas justifier cette absence des rangs de l'armée. On discutait si Jean en faisait partie, pourquoi est-ce que Pierre n'en faisait pas partie? Et donc, afin que mes ordres soient suivis, il m'arrivait souvent d'avoir des rapports conflictuels avec mes subordonnés, alors qu'en fait, un commandant ne doit jamais avoir de rapport conflictuel avec ses subordonnés. Or, cette situation s'est présentée à plusieurs reprises. Question, est-ce que vous avez estimé que vous étiez dans une situation de danger? Réponse, oui. Même si je ne pensais pas que ma vie était en danger. En tout cas, je ne l'ai pas montré. À un moment donné, à la mi-janvier 93, je me suis retrouvé confronté à des barricades sur une route qui menait à un village. Il y avait un tracteur qui bloquait la route avec une mitraillette sur le tracteur et ils m'ont empêché de pénétrer dans le village parce que j'avais exigé des hommes du village qu'ils se rendent sur leur position. Après de longues discussions, ils m'ont laissé m'ont laissé passer, mais ils ne sont pas rendus à leur position. Une situation semblable s'est présentée en 1994. Une compagnie du village de Skocic n'entendait pas, ne souhaitait pas modifier le secteur de défense. Ils m'ont encerclé et ils ont exigé que je leur octroie, que je leur donne la possibilité de rester sur place là où ils étaient. J'ai dû céder pendant un instant, mais ensuite j'ai pu déplacer cette compagnie progressivement. Puis il y a eu certains cas dans lesquels des bataillons ont dû être déplacés d'un secteur de défense vers un autre secteur de défense. C'était un travail qui nécessitait des efforts de tous les instants et souvent il fallait que je négocie des heures durant afin que les soldats des bataillons suivent mes ordres. Mais compte tenu du fait que j'ai des qualités de fin négociateur, il me était possible de parvenir à mes fins. Je n'avais pas recours à mes compétences militaires, je préférais avoir mon talent de négociateur et mes compétences psychologiques afin de parvenir à mes fins. Question, merci. Il y a simplement un petit domaine sur lequel je souhaiterais revenir. Pièce à conviction 7D 4046, s'il vous plaît. Correction de l'interprète 7D 10046. Maître Haynes poursuit.
Il s'agit de la page 3 en anglais, des pages 2 et 3 en version serbe. Maître Haynes, quelle autorité disposez-vous pour pouvoir mobiliser vos hommes de manière à ce qu'ils se battent? Réponse, je n'avais aucun pouvoir pour mobiliser les gens ou pour que des équipements, des matériels soient engagés en vue des combats. Il existait un droit en place, le droit de la défense, qui réglementait tout cela. Question. Si vous aviez besoin de... Si vous en aviez besoin, quelle était la procédure en vigueur? Réponse. Eh bien, j'étais obligé de passer par les affaires de l'organisation et du personnel au sein de l'état-major et j'envoyais ma requête au commandement. Suite à cela, à leur tour, ils entrent en contact avec le ministère de la Défense en demandant une mobilisation de personnes ou une réquisition de matériel. Question. Eh bien, passons à autre chose. Est-ce que nous pouvons avoir le P2509, s'il vous plaît, au sein du prétoire électronique? General Pandurovich. Général Pandurevich, est-ce que vous avez connaissance de ce document qui décrit la zone de responsabilité en matière d'opération de combat pour la brigade de Svornik? Réponse. Pour être parfaitement franc, lorsque j'étais à Svornik, je n'ai pas vu ce document sous cette forme-là, je ne l'ai vu qu'ici. Ceci dit, il ne reste pas moins que je devais respecter les dispositions contenues au sein de ce document, car elles étaient déjà en vigueur lorsque je suis arrivée à Zvornik et je sais de quoi parle ce document. Question, très bien. Bon, je ne veux pas m'apesantir là-dessus parce que j'ai pris pas mal de temps avec un autre témoin il y a très longtemps et je me suis livrée à cet exercice-là. Mais je voudrais savoir si sur le plan graphique, on peut essayer d'avoir une compréhension de ce que signifie ce document. Derrière vous, il y a une carte. Et je pense qu'on peut vous donner un petit pointeur lumineux. 7D1056. C'est le synopsis de cette carte. Le titre en anglais, c'est la brigade de Svornik, la brigade d'infanterie légère, selon l'ordre de commandement 1992. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous montrer avec votre pointeur lumineux ou ce qui est décrit au point A et qui figure sur cette carte? Qu'est-ce qui est décrit au paragraphe 1A de cet ordre? Et où est-ce que cela correspond sur cette carte? Réponse. Je voudrais vous demander l'autorisation de dire quelque chose avant que de poursuivre, si vous me permettez.
je voudrais passer du plan général au plan particulier. Dans la théorie de la doctrine de guerre que j'ai appris à l'école militaire, il y a ce que l'on appelle le théâtre de guerre, c'est-à-dire l'ensemble du territoire de l'État qui est engagé dans une guerre. Et ce théâtre des opérations est divisé en petites pièces que l'on appelle des lignes de front ou des petites cases. Sous les lignes de front, nous avons au niveau tactique les unités. Et donc nous avons des zones. L'armée de la Republika Srpska a été chargée du théâtre des opérations, qui était l'ensemble du territoire, n'est-ce pas? Le corps a disposé ensuite au niveau opérationnel de différentes parties du territoire de la Republika Srpska qui étaient appelées des lignes de front. Et au sein de chacun de ces corps, chacune des brigades disposait de sa propre zone de responsabilité, que l'on appelait des zones. Donc, chaque brigade se voyait attribuer une zone de responsabilité pour les opérations de combat. Voilà quel était le nom, c'est l'identification complète, si vous voulez. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que l'unité chargée d'une zone de responsabilité donnée en vue des opérations de combat, puisque son objectif était de participer aux opérations de combat, cette unité était chargée de se lancer à des combats avec toutes les unités ennemies qui apparaissaient dans la zone ou qui se trouvaient d'ores et déjà dans cette zone. Et je voudrais maintenant poursuivre en vous montrant les frontières de la zone de responsabilité pour les opérations de combat pour la brigade de Zvornik. Nous pouvons voir cette ligne rouge qui est assez grosse et que je vous montre, mais je m'aperçois que ce n'est pas très visible. Il s'agit donc des frontières de la zone de responsabilité pour les zones de combat de la brigade de Zvornik. Et comme vous pouvez le constater, cette zone de responsabilité va bien au-delà de la ligne de front ennemie. Et ce n'est pas uniquement le territoire qui est placé sous le contrôle de la VRS, mais un territoire qui est au sein de cette zone. Donc, la brigade de Zvornik avait le devoir, au cas où des forces ennemies apparaîtraient dans la zone, de se lancer à des opérations de combat contre eux, puisque la brigade de Zvornik était là pour les opérations de combat plutôt que pour l'instruction, le transport, la logistique, etc. Elle était uniquement chargée des opérations de combat et rien d'autre au sein de cette zone-là, des opérations de combat. Excusez-moi de cette réponse fort longue. Maître Haynes, non, ne vous excusez pas. La zone qui se trouve à l'ouest de la ligne de front, mais qui reste à l'intérieur de la ligne jaune en pointillé, est-ce que cette zone a jamais été placée sous le contrôle de la brigade de Zvornik lorsque vous en étiez le commandant? Réponse, oui. Je vous montre, c'est la zone de responsabilité des opérations de combat. Question, mais est-ce que vous avez jamais occupé cette zone? Est-ce que votre unité a occupé ce territoire à l'ouest de la ligne de front? Réponse. La partie au nord-ouest de la zone de défense de la brigade de Zvornik n'a jamais
été modifié depuis sa création en juin 92. Il s'agit là de lignes de défense qui se trouvent le long des hameaux serbes pour la plus grande partie. Alors il y a eu quelques petites corrections qui ont été apportées, certains mouvements de quelques centaines de mètres. Au sud, un certain nombre de changements sont intervenus vis-à-vis de la ligne de front et les positions de la brigade de Zvornik ont été en effet modifiées. Dans ma zone de responsabilité au sein des opérations de combat, la brigade de Zvornik disposait de sa zone de défense au sein de laquelle les soldats de la brigade de Zvornik étaient déployés. Je vous remercie. Alors, les positions des bataillons, figurent là sur cette carte. Peut-être serait-il bon que vous nous indiquiez où ils se trouvent très brièvement. Alors, où se trouvait le poste de commandement du premier bataillon, s'il vous plaît? Réponse. J'ai déjà dit que le nombre de bataillons en date entre 92 et 93 était différent par rapport au nombre de juin 95. Le premier bataillon, l'interprétation reprend en juillet 95. Le premier bataillon au sein de ce territoire se trouvait entre Maletece et Vitenica, et nous savons qu'en 1995, le président, et je vois à l'œil nu le témoin qui montre un endroit donné qui figure sur cette carte. Mais la transmission vidéo n'était pas justement sur cet endroit-là. Est-ce que vous voulez bien nous remontrer, s'il vous plaît, le même endroit, Monsieur Pandorevitch? Et est-ce que sur le plan technique, il est possible d'avoir la vidéo en faisant un zoom justement sur cet endroit-là? Oui, alors, si nous avons la même carte, les parties les plus pertinentes au prétoire électronique, si vous pouvez apporter des marques et mettre des marques dessus, ce serait une bonne chose. Maître Haynes. Monsieur Pandorevitch a en fait attiré mon attention sur quelque chose d'important. Cette carte montre la position de bataillon 1992. Et franchement, je ne pense pas que cela sera particulièrement intéressant pour vous. Donc je vais laisser cela de côté et peut-être que nous reviendrons sur les positions des bataillons 1995. Maître Haynes. Alors, nous avons parlé des forces sur le plan général de la brigade de Zvornik et je voudrais maintenant mettre l'accent sur un bataillon en particulier, le bataillon des manœuvres. Est-ce que ce bataillon des manœuvres existait en tant que tel en décembre 92 lorsque vous êtes arrivé au sein de la brigade? Ne, nije postojao. Réponse non. Question. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'approchant lorsque vous êtes arrivé à la brigade? Réponse. Il y avait bien une unité de quelques 30 hommes environ. Qui était en fait un détachement de reconnaissance. Question, je voudrais très rapidement voir deux documents 7D1089. D'abord. I'm told that the English. On me dit que la version en anglais de ce document n'est malheureusement pas disponible en prétoire électronique. Nous allons essayer de remédier à cela d'ici demain. Alors, je voudrais que vous vous reportiez au paragraphe 4, Général Pandorevitch.
Il s'agit d'un ordre de l'état-major principal du 20 septembre 1993. Le paragraphe 4 nous dit le bataillon motorisé de la brigade d'infanterie légère doit rester dans l'établissement de l'organisation de cette unité, mais continuera à œuvrer en tant qu'unité de manœuvre au sein du corps de commandement de l'ADRINA. Et il pourra être renforcé par des unités renforcées par des unités mécanisées de compagnie blindée. Cet ordre, finalement, qu'a-t-il mis en place? Réponse, je voudrais vous corriger. Il s'agit d'un ordre du commandant du corps de l'ADRINA qui émane de l'état-major. L'objet de cet ordre est de soulever l'aptitude au combat au sein du corps de l'ADRINA, de l'améliorer. Et cela était censé être fait en créant des unités manœuvrantes capables d'être engagées au combat à l'extérieur de leur zone d'attribution préalable, puisque la brigade de Zvornik était assez importante. Et puisque au départ, elle disposait de ce détachement de sabotage et de reconnaissance, avec de jeunes soldats qui la composaient, le commandement principal a décidé que cette unité, ou plutôt que il fallait augmenter le nombre de personnes pour qui deviendrait ainsi un bataillon et qui deviendrait partie intégrante de la brigade de Zvornik et qui serait placé sous le commandement direct du corps. Bon, ça a l'air un petit peu contradictoire. Cela faisait partie de la brigade de Zvornik, alors qu'en fait, il fallait lui apporter des vivres, des vêtements, etc. Mais lorsqu'il était nécessaire de faire des combats, eh bien, cela se faisait en fonction des ordres du corps. Pour le combat, je ne pouvais l'utiliser que dans la zone de responsabilité de ma brigade et en dehors de ma zone de défense placée sous ma responsabilité. Je n'avais pas le droit de l'utiliser pour ces fins-là. Question, aviez-vous l'autorisation de les utiliser vous deviez obtenir la permission de qui pour pouvoir l'utiliser? Réponse, comme je l'ai indiqué, dans ma zone de responsabilité au sein de la brigade, lorsqu'il y avait une action urgente qui était nécessaire, je pouvais agir de mon propre chef. Mais si je souhaitais envoyer cette unité en dehors de la zone de responsabilité de la brigade de Zvornik, il me fallait un ordre qui venait du corps de l'ADRINA. Question. Je voudrais maintenant que nous prenions un certain nombre d'exemples avec le 7D 705, s'il vous plaît. This is a DRINA Corps order. Il s'agit d'un ordre du corps de l'ADRINA du 29 mai 1995, signé par le général Zivanovic. Qui nous indique qu'il commandera les forces du poste de commandement avancé. Depuis le poste de commandement avancé, que voyons-nous à partir de cet ordre? Qu'est-ce qui découle de cet ordre? Réponse. Eh bien, cet ordre est un exemple tactique de ce à quoi je faisais référence il y a un instant au sein du commandement du corps. Il y a eu un ordre qui stipule que le détachement de Podochnik et ses forces
En fait, il s'agissait d'un bataillon manœuvrant. Ces forces-là devaient être utilisées pour une situation de combat et devaient être placées sous le commandement personnel du commandant du corps. Can we now look at 7? Question, est-ce que l'on peut maintenant prendre le 7D 766, s'il vous plaît? 766. Maître Haynes, le document BCS ressemble à un télégramme. Est-ce que c'est effectivement un télégramme? Réponse. Oui. En effet, ce document fait suite à d'autres documents, enfin un autre document, celui qu'on vient de voir. C'est Miljan Aljanovic, le commandant qui envoie en commandement du corps, ou plutôt au groupe tactique de Previtvac. Il a demandé, il a dit que l'un de ses soldats devait revenir à Zvornik pour une raison donnée. Il n'a pas demandé que le soldat revienne au commandement de la brigade de Zvornik. Il demande que cela soit fait par le biais du commandement du corps. Question. Je vous remercie. Bien, nous pouvons rester là pour ce point-là. Alors, nous passons maintenant à un point important, mais il nous reste 10 minutes, donc nous allons entamer l'étude de ce point-là. Il y a eu énormément de discussions dans cette affaire concernant les règles de la brigade, des brigades de la JNA. J'imagine que vous les connaissez parfaitement bien. Réponse. Oui, enfin, il y a énormément de règles qui régissent le fonctionnement de la JNA. J'en connais la plupart, mais je ne pourrais pas dire que je les connais toutes par cœur. Question. Bon, c'est peut-être une erreur de ma part ou une difficulté de traduction. Ce que je veux savoir, c'est que les règlements de la brigade 84, est-ce que vous les connaissez? Dato. Réponse. Oui. Je connais bien les règlements de la brigade, ce qui représente un ensemble de règles qui régissent la manière par lesquelles les brigades sont censées opérer. Question. Et alors, pour essayer de limiter cela dans le temps, pour aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons le P408, page 1 en BCS et page 2 en anglais, s'il vous plaît. And the Maître Haynes. La partie, voilà, je vous remercie, merci beaucoup. Bon, qui a édicté ces règles, Général Pandorevitch? Réponse. Ces règles font partie de la littérature militaire professionnelle qui existe au sein de l'armée de métier. Ces règles de brigade concernent eh bien les brigades d'infanterie, les brigades motorisées de montagne, marine, les brigades légères. Ces règles ont été créées par l'administration chargée de l'infanterie. Question. Et qui est-ce ou qu'est-ce que c'est? Question. Réponse. L'état-major général de la GNA a été organisé
de telle manière qu'elle était constituée d'un certain nombre d'administrations. Elle a parfois été modifiée, mais si je m'en souviens bien, chaque bras de l'armée disposait de sa propre administration qui était chargée des différentes armées pour ce qui est de la technique et de la doctrine. Et donc, l'administration de l'infanterie était responsable des questions afférentes à l'infanterie. Question, je vous remercie. Alors, je voudrais savoir si nous pouvons maintenant passer à la force de loi qu'ont ces règles. Si elles existent, nous voyons qu'elles sont faites en vertu de l'article 34C des instructions sur la préparation et l'utilisation de la littérature militaire de métier. Que sont ces instructions concernant la préparation et l'utilisation de la littérature militaire de métier? Ja se ne bih sada usudio Réponse. Bien, je ne voudrais pas maintenant faire des commentaires sur la teneur de ces instructions parce que c'est un petit peu loin dans ma mémoire, mais ces instructions disent qui doit émettre les manuels militaires qui doivent être utilisés dans les écoles militaires, les académies militaires. Question, qu'est-ce qu'une instruction, d'après vous? Réponse. Eh bien, le terme instruction, je crois, est assez éloquent. Cela veut dire que l'on demande à quelqu'un de faire quelque chose ou que l'on dit à la personne comment procéder pour arriver à faire une chose. Question, merci. Est-ce que l'on peut maintenant prendre le P694, page 12 en BCS et page 3 en anglais? Il s'agit d'une version différente, mais du même document. La différence, c'est que dans cette version, les pages que nous avons étudiées n'ont pas été bien traduites. Donc, nous préférons avoir une version juste et fidèle, bien traduite de ces 2 pages. vidjeli ste na naslovnoj strani da se ovo Le témoin, vous avez vu sur le titre que ces règles concernant la brigade concernent 5 ou 6 types différents de brigades, mais qu'il y a un ensemble de règles. C'est pourquoi dans l'introduction, il est dit quelles sont les différences des différents types d'organisations et d'établissements et quels sont les objectifs des différents groupes situés au sein de l'infanterie. Et donc les dispositions précisées par ces règles doivent être respectées de manière créative, etc. Alors, je dois dire ici que les brigades de la VRS étaient encore plus différentes concernant leur organisation et leur objectif. Il y avait plus de différences que dans ces 6 différentes unités. Et donc, c'est pourquoi il fallait faire preuve d'une approche créative dans l'interprétation de ces règles. Avec votre permission, bien sûr que je suis un novice en termes juridiques, mais je sais qu'il existe un droit pénal et qu'il existe des manuels de droit pénal. Mais les sanctions sont basées sur le droit et pas sur la base de ces manuels. Et donc ces manuels fonctionnent un petit peu de la même manière que des manuels de droit, si vous voulez, de droit pénal.
question. Bien, je pense que nous allons rester là. Il y a encore juste 2 ou 3 choses que j'aimerais aborder avec vous avant que nous ne levions la séance. À la page 41, à la ligne 4 du compte-rendu d'audience, il est consigné que vous décrivez Dragan Petković comme étant l'ancien commandant de la brigade de Zvornik. Nous pouvons vous donner le texte de la réponse si vous le souhaitez. Est-ce que vous l'avez décrit comme étant l'ancien commandant ou le commandant formel, former ou formal en anglais? Réponse. Eh bien, jusqu'au rapport transfert des différentes affectations, Petković était officiellement le commandant de la brigade de Zvornik. Voilà quel était son statut officiel. Mais il n'avait pas de contrôle réel sur la brigade. C'est moi qui étais la personne qui disposait de ce contrôle. Question, je vous remercie. À la page 32, ligne 24, il est consigné que vous avez dit la chose suivante. À Visegrad, vous êtes allé à la centrale électrique, hydroélectrique avec vos forces. Les forces musulmanes ont quitté la centrale et se sont retirées à Goražde. Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Est-ce que c'était les forces musulmanes ou est-ce que c'était autre chose? Réponse. Les forces musulmanes tenaient cette centrale hydroélectrique et ont ouvert une brèche. Il y a eu beaucoup d'eau qui a inondé un village musulman. En s'échappant de cette brèche, la personne qui a ouvert cette brèche, eh bien, c'est une personne dont la maison a été détruite par l'eau. Les gens bosniaques connaissent bien cette affaire. Le nom de la personne en question est Murad Shabanović. Question. Parfait, je vous remercie. Général Pandanović, je pense que nous reprendrons demain. Le président, merci Maître Haynes, merci Monsieur Pandurevic. Comme vous venez de l'indiquer, nous reprenons demain à 9 h. Je vous remercie. All rise. Vous pouvez vous lever.